Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Mondoscopie qui sortira demain, le 12 août 2026. Likez, partagez cette vidéo, faites des commentaires, soutenez-nous dans la mesure du possible. Inscrivez-vous au cercle des amis de Paix et Guerre si vous souhaitez avoir des contenus exclusifs et aussi un grand direct ensemble tous les mois. Voilà, ça c'était pour les annonces ordinaires, mais importantes néanmoins. Alors, je vous propose aujourd'hui de discuter des perspectives d'évolution envisageables concernant les deux grands conflits qui nous tiennent en haleine les uns et les autres, en tout cas tous ceux qui s'intéressent aux questions de ce monde, c'est-à-dire le conflit en Ukraine, à propos de l'Ukraine et via l'Ukraine, on va être large, et puis bien sûr le conflit lancé par les États-Unis contre l'Iran. Donc, ces conflits, ces deux théâtres, si vous voulez, sont de plus en plus intriqués. Ils ne sont pas simplement intriqués parce que Volodymyr Zelensky a essayé de le faire pour s'attirer les bonnes grâces de Trump et a cru bon d'aller frapper un bateau iranien en mer Caspienne il y a 15 jours maintenant. D'ailleurs, avec un effet boomerang et contre-productif quasi immédiat de la part des Américains qui n'ont pas trouvé ça très drôle. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est pas simplement ce qui s'est passé là qui montre que les conflits sont intriqués. Ils le sont parce qu'en fait, ils renvoient à des structures à la fois mentales, culturelles et pratiques de la politique étrangère américaine et de sa façon de concevoir le reste du monde, de concevoir les autres États, de concevoir ses intérêts, de concevoir sa mission, sa vocation, enfin bref, ce qu'elle doit faire avec les autres sur cette terre. Et on voit bien qu'il y a quand même des similitudes. Et bon, c'est ce que certains appellent le goût pour la guerre permanente ou la guerre perpétuelle que mènent les États-Unis, c'est-à-dire des guerres qui ne s'arrêtent jamais, voilà, qui changent de forme, qui sont protéiformes, mais qui, au fil des années, des époques, finalement, constituent des abcès purulents dont les Américains voient l'intérêt. Voilà, pour eux, soit pour augmenter leur influence, leur capacité de nuisance, soit pour se faire à la fois craindre, détester éventuellement s'il le faut. En tout cas, les deux conflits dont je vous parle, manifestement, ont des liens très nets. Ils ont des liens très nets d'ailleurs au plan économique, hein, tout simplement, au plan énergétique, au plan géopolitique, bien sûr. Ils mettent aux prises non seulement les Américains avec la Russie et l'Iran, qui sont deux de leurs cibles, mais ils entraînent aussi un alignement ou un désalignement d'autres acteurs du monde. Je pense bien sûr aux Européens, qui sont prétendument un peu désalignés, mais en fait obéissent malgré tout toujours aussi bien et aussi vite, en dépit des grandes péroraisons sur l'autonomie stratégique européenne. Voilà où nous en sommes. En tout cas, les États-Unis continuent de mener ces deux guerres en essayant de le faire au mieux, sans dégâts humains et économiques pour eux, voire même avec des gains. Ils cherchent à en profiter économiquement et géopolitiquement. C'est ambitieux, c'est assez hasardeux. En tout cas, pour l'Iran, là, ça se voit de manière assez claire. Et pour la Russie, ça n'a pas non plus que des avantages du point de vue américain. Alors, sur le front iranien, là, les Américains qui privilégient donc toujours le proxy, même si là, ils sont allés au contact, au feu, entre guillemets, à distance, mais enfin tout de même, ils cherchent des proxys. Alors les derniers proxys qu'ils ont trouvés contre l'Iran, eh bien ce sont les inénarrables Kurdes, dont on réveille les ambitions territoriales et nationales introuvables au fil des années, de temps à autre, quand on a besoin d'eux. Donc les Américains veulent se servir des Kurdes et des Baloutches. Et là, ils sont en train de faire face à un os, parce que l'Iran est en train en fait de les imiter
et d'appliquer une sorte de stratégie préventive, c'est-à-dire de taper, les Kurdes, irakiens, avant, que ceux-ci n'aient eu l'occasion de venir déstabiliser le pays en s'y infiltrant. Donc en ce moment, les Iraniens ciblent des groupes kurdes que soutiennent les États-Unis, dans ce qui ressemble fortement quand même à des opérations préventives ou de sabotage, et notamment dans le nord de l'Irak. Au plan général, la volonté américaine de détruire l'Iran pour complaire à l'allié israélien, mais aussi pour gêner bien sûr la Chine au plan énergétique, au plan économique, se heurte à des limites criantes de la puissance militaire américaine. Alors, vous avez dû forcément en entendre parler, il y en a plein la presse anglo-saxonne, bon, sur, eh bien, les trous dans les stocks de munitions, américaines, que ce soit les intercepteurs, que ce soit des munitions tout court, que ce soit des missiles, les Patriots, les Tomahawk, enfin bon, tout ça n'est pas en nombre suffisant pour mener des opérations d'ampleur dans la durée. Mais bon, je pense qu'il faut être quand même très prudent. D'abord parce que tout ce qui est de l'ordre des fuites dans la presse anglo-saxonne, généralement, obéit à un agenda, à une idée, enfin, voilà. Donc s'ils disent cela, bien sûr, ça peut, pour certaines informations, c'est tout à fait vrai, hein, et donc c'est une manière de tirer la sonnette d'alarme et aussi de pousser la Maison Blanche à ne pas se laisser totalement, entraîner, dans des aventures guerrières dont elle n'aurait pas les moyens. Mais, on peut quand même parier, et c'est d'ailleurs le cas, que, les États-Unis continuent de fabriquer des missiles, essaient d'accroître les rythmes de production. Trump donne des ordres en ce sens, et d'ailleurs il s'est aussi, rendu compte que, il fallait lancer, il y a eu un appel d'offres fait par la DARPA. La DARPA, vous savez, c'est l'organisme américain extrêmement puissant et extrêmement riche, qui finance les recherches, dans le domaine de la défense et de l'armement, souvent des projets d'ailleurs de recherche, duale, hein, enfin, qui peuvent avoir des applications dans le civil. Donc c'est de là qu'est parti internet d'ailleurs, l'ARPANET, à l'époque. Donc la DARPA a fait un appel d'offres pour, inventer, fabriquer en masse un missile de croisière hypersonique. Ça y est, ils se sont dit: «Ah quand même les Russes sont vraiment, enfin nous, bon voilà, ils surclassent les Américains encore à ce stade, hein, en dépit du programme Dark Eagle, qui n'est pas très, successful en ce moment. Bref, il y a cette idée d'un missile de croisière hypersonique. On saura le résultat de l'appel d'offres, enfin les réponses industrielles début octobre. Bon, en tout cas, voilà, ils essaient de faire au mieux, de mettre des rustines, de relancer la production, d'augmenter les rythmes, et cetera. Mais, ce qui est clair, c'est que là, ils n'ont pas du tout ce qu'il faudrait pour taper massivement et dans la durée l'Iran, qui d'ailleurs, crie de toute façon vengeance, dont le ton durcit très nettement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire précisément, que, les Américains en fait, ne peuvent recourir contre l'Iran, à ce stade, hein, qu'à des campagnes de frappes intermittentes, si vous voulez, dont l'intensité va grandir probablement parce qu'évidemment, on imagine mal cette administration, pas plus d'ailleurs qu'une administration démocrate, si ça devait changer, heu, se satisfaire de cette situation et se laisser damer le pion par l'Iran, ce qui est le cas aujourd'hui, si vous voulez. Donc moi, je ne pense pas du tout que la guerre, soit terminée, mais elle se mène, eh bien, avec les moyens du bord, donc ils font de nécessité vertu. C'est pour ça qu'on nous parle sans arrêt de: «On veut revenir à une négociation», puis hop, ça retape, et puis Netanyahou vient voir Trump, et puis ça repart, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment de l'attrition, c'est vraiment de l'usure. Il s'agit progressivement d'affaiblir les défenses, la résilience,
et les moyens, bien sûr, iraniens, au fur et à mesure que les Américains eux-mêmes, reprennent des forces et du muscle et peuvent se le permettre en termes, ne serait-ce que quantitatifs d'armement. Chers amis, laissez-moi vous parler d'un service qui a sa place dans notre quotidien et qui accompagne fidèlement notre chaîne, NordVPN. Vous l'avez peut-être remarqué, Internet n'est plus un espace unique, il est fragmenté. Une chaîne française devient inaccessible dès qu'on traverse une frontière, un média étranger peut rester hors d'atteinte selon notre localisation, et même un article peut être bloqué d'un pays à l'autre. Il m'arrive par ailleurs de me connecter depuis un hôtel, un café, un aéroport, sur des réseaux ouverts sur lesquels les données ne sont pas protégées ou de vouloir consulter un contenu qui n'est pas accessible depuis l'endroit où je me trouve. Un service comme NordVPN devient utile dans ce type de situation, comme d'ailleurs au quotidien. Le principe est simple, en un clic, on change d'emplacement virtuel. La connexion apparaît comme venant du pays choisi, ce qui permet de consulter ses services habituels sans aucune restriction. Toute la navigation est chiffrée, l'adresse IP est masquée, ce qui la rend illisible pour qui chercherait à l'intercepter. Et NordVPN ne garde aucune trace de notre activité en ligne. NordVPN intègre également un antivirus nouvelle génération qui bloque les sites malveillants, les tentatives de phishing ou les logiciels frauduleux. C'est une couche de sécurité fondamentale au quotidien. Si vous souhaitez protéger votre navigation, vous pouvez passer par le lien en description et bénéficier de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans, sans compter bien sûr la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Un grand merci à NordVPN qui rend possible une partie de notre travail sur Paix et Guerre en nous soutenant à l'année. Donc si vous voulez, on est dans cet affrontement qui va avoir du mal à trouver une issue, négociée intelligente. Parce qu'évidemment, en toute, raison, si vous voulez, si Trump était vraiment rationnel, s'il s'agissait de réfléchir aux intérêts américains, il est évident qu'il faut il faut que Trump s'en aille de ce conflit. Alors, il fait des déclarations qui peuvent lui permettre petit à petit de s'esquiver, discrètement sans trop perdre la face. Par exemple, heu, il a dit après la guerre des 12 jours en 2025: «Nous avons oblitéré le programme nucléaire, iranien». Bon, après il a dit: «Bah non, finalement on l'a pas, on l'a pas fait, il va falloir, retaper, les endroits où serait enfoui l'uranium enrichi, où il y aurait encore des savants, où il y aurait encore, bref, des recherches». Donc il s'est servi de ça, de nouveau, après avoir dit qu'il avait tout détruit, là, en février, en mars, en avril, enfin chacune de ces salves, de ces logorrhées, bellicistes, belliqueuses. Et là, bah, en fait, il dit: «Non, en fait, finalement, nos objectifs militaires sont remplis. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que finalement, on se préoccupe des autres, n'est-ce pas? Donc il faut que le détroit d'Ormuz, réouvre, à la circulation maritime et commerciale, et c'est ça notre objectif principal». Donc il essaie si vous voulez, progressivement, il essaie quand même de se donner les moyens de pouvoir dire à un moment: «Bah, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me préoccupe, comme je vous l'ai déjà un peu dit dans mon Mondescopie la semaine dernière, je me préoccupe maintenant du commerce international, et donc je n'ai plus besoin en fait de frappe». Ça tombe bien puisqu'il n'en a pas les moyens. Bon, ça s'appelle effectivement faire de nécessité vertu. Donc en tout cas, voilà, politiquement, psychologiquement, pour lui, c'est très compliqué de se retirer de ce conflit qu'il a initié, heu et d'où toutes ces allées et venues. Mais quand même, il y a une très lourde pression et notamment du Pentagone et notamment de son chef d'état-major, pour dire, «Il faut quand même, pour l'instant, reculer parce que, les conséquences seraient beaucoup trop lourdes politiquement pour vous, monsieur le président, si on remettait la gomme, même avec, le peu qu'on a, enfin si on essayait en tout cas, de poursuivre la déstabilisation, mais d'une manière, offensive militaire directe». Donc ils vont poursuivre la déstabilisation bien sûr, ça va pas s'arrêter comme ça, mais peut-être
en choisissant, d'autres modalités pour l'instant. Alors, d'ailleurs, Trump et son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, là, vous savez, celui qui a des postures, ridicules, martiales, mais très très infantiles, je trouve, mettent en scène une espèce de discorde sur les munitions, pourquoi cette pénurie? Est-ce que tu as bien fait tout ce que tu devais faire? Et cetera, et cetera. Bon, il y a toujours la tentative, de trouver des boucs émissaires, hein, bien sûr, pour un président qui est dans une mouise, intersidérale. Mais il y a aussi une manière de faire diversion avec tous ces prétendus, de cette prétendue discorde entre son secrétaire à la guerre et lui. Il s'agit aussi de détourner l'attention des plans américains qui existent et qui, eux, quand même, visent à dégrader les exportations énergétiques du Moyen-Orient et pas que celles de l'Iran, en fait. Heu et ça, c'est évident, si vous voulez. Donc c'est ça l'idée de ce conflit, perpétuel, ce conflit permanent, ce conflit purulent. Ce qui est certain, c'est qu'au plan, de la réalité, enfin, de la probabilité, en fait, d'un nouvel accord, enfin, c'est même pas un accord, là, on est très loin d'un accord, il y aura pas d'accord, mais en tout cas, une forme d'entente d'un côté comme de l'autre pour arrêter les frais, ça paraît quand même très compliqué. Parce que Trump explique que le prérequisite, le préalable, si vous voulez, c'est, l'ouverture d'Ormuz, alors que les Iraniens disent que pas du tout. Eux, ils veulent le contre-blocus levé, les sanctions levées, leurs assets dégelés, et je ne parle même pas de ce qui se passe au Liban ou ailleurs. Donc, on est toujours sur des positions totalement irréconciliables, en fait, inconciliables, heu et donc, heu, voilà, Trump n'a pas les moyens de son agression, n'a plus les moyens de son agression. Il cherche à les récupérer et pendant ce temps, il, fait mine de vouloir le bien de l'humanité, souffrante, n'est-ce pas? Et qui est au bord d'une grave crise économique. Parce qu'il y a pas que le pétrole et le gaz, hein, il y a l'urée, il y a l'ammonium, il y a, enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a les potasses, il y a tout passe par Ormuz. Il y a pas que le trafic, strictement énergétique. Donc derrière, c'est toute l'alimentation, tout le domaine des engrais qui est touché aussi par le blocage du détroit. Donc et on a vu que les Iraniens, clairement mettaient à exécution ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire ils tapent, les infrastructures énergétiques, et stratégiques même en fait des pays du Golfe, qui abritaient les bases américaines. Ils vont quand même, assez clairement, au choc. Ils admettent, ils assument le choc, comme on dit aujourd'hui. Oui, on voit que les Américains sont en arrière de la main parce qu'en fait et qu'ils peuvent vraiment pas reprendre, militairement pour l'instant du moins, parce que, l'Iran a pu quand même, alors que Trump avait dit que si jamais l'Iran, touchait, des navires, cherchant en fait à passer, entre les mailles du filet iranien et à contrevenir, enfin à contourner, l'autorité, du Golfe Persique, et ses réglementations qui ont été mises en place, en avril, hein, fin avril, 22 avril. Hem Eh bien, il frapperait de nouveau. Or, il a rien frappé du tout. L'Iran, en revanche, a, ciblé, 5 navires et il ne s'est rien passé, en fait, côté américain. Les Américains ont laissé faire. Donc on voit bien que, pour l'instant, ce n'est pas eux qui ont la main forte dans ce jeu. Et les Iraniens, restent sur leur position, continuent à, imposer aux vaisseaux,
enfin aux vaisseaux navires, aux cargos, aux tankers, à tout ce qui passe, tout ce qui prétend passer, par, le détroit d'Ormuz, eh bien de passer par eux, hein. C'est-à-dire, de faire une déclaration, sur, ce que contient le navire, d'où il vient, où il va, à qui il appartient, bref, quelle assurance, quel équipage, et cetera, et cetera. Et tout ça, bah, c'est avant d'avoir une autorisation ou pas de franchir. Bon, et puis bien sûr, il y a la question des fees, des droits de passage en fait, et là évidemment les Américains sont vent debout, contre les demandes iraniennes, qui vont, qui enfin il y a tout un spectre, mais enfin en gros, on parle de 3 à 7% quand même de la valeur, alors pas du bateau, mais de sa marchandise, ce qui est colossal. Évidemment, les Iraniens disent: «Mais attendez, vous nous avez fait la guerre, vous nous détruisez le pays, nous on a le contrôle sur ce point, bah oui, on va se rembourser, on va se reconstruire, grâce à ça». Voilà, ça n'était pas le cas avant, parce qu'avant, on ne nous faisait pas la guerre ouverte, comme à partir du 28 février, mais voilà, pour l'instant, il y a toujours, ces exigences, iraniennes, et il y a toujours cette manière américaine de faire semblant d'être prêt à des concessions et en fait de poser, des conditions inacceptables, qui font qu'en fait, il y a pas de négociation possible, et que voilà, ça permet de justifier le durcissement de leur propre posture. Bon, donc pour l'instant, Trump en Iran, oui, ce sera la guerre permanente et ça l'est, mais ce qui l'intéresse, c'est, les prix domestiques, hein, du gaz. N'oublions pas les midterms qui s'approchent. N'oublions pas il y a vraiment des restrictions importantes, pour le fuel, le diesel, oui, le diesel et le fuel nécessaire au transport aérien, qui aux États-Unis sont des bus, hein, les avions sont des bus. Donc ça, c'est chaque semaine qui passe, évidemment, la crise s'aggrave. Elle s'aggrave, bien sûr aussi dans le Golfe, hein, pour toutes les infrastructures de pétrole et de gaz. Aussi parce que tout le personnel qui assurait la maintenance, qui assurait les réparations, bien sûr, tout le monde s'en va en fait, des pays arabes en ce moment. Il y a eu la destruction, d'entrepôts, qui avaient les pièces de rechange, pour, réparer les terminaux, pétroliers et gaziers, du Golfe. Donc on est vraiment dans une situation, du point de vue américain en tout cas, qui est très compliquée et qui va être très compliquée à revenir à la normale. Parce qu'encore une fois, il y a un effet d'inertie qui fait que ce qui a été perdu là depuis bientôt 6 mois, hein, parce que 28 février, voilà, on y est, bientôt, ne peut pas du jour au lendemain, même à supposer qu'Ormuz soit réouvert, être remise en place et reprendre à plein régime comme si de rien n'était. Alors je passe à mon deuxième point, la Russie, l'autre guerre permanente contre la Russie. Je dirais, enfin si j'ose dire, c'est plus facile du point de vue américain parce que le proxy est là, l'Ukraine. Les Américains ne s'en cachent pas, ils l'ont dit très clairement, les uns, les autres, depuis plusieurs années. L'Europe aussi est une forme de proxy, les pays européens qui se prêtent, au jeu, du combat, de la lutte, de l'aversion définitive, contre la Russie. Donc il y a des proxys tout trouvés et assez dociles finalement. Alors les États-Unis donc, l'idée de Trump, c'est d'escalader pour désescalader, bon, ce qui est à mon avis, considérant l'approche mentale, intellectuelle des Russes, ça n'a aucun intérêt de faire ça. J'ai du mal à croire que les Américains s'imaginent que ça peut être utile d'agir comme ça, escalader pour désescalader. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils escaladent, c'est-à-dire que via l'Ukraine et via les services secrets ukrainiens, bien sûr,
il continue, la campagne, d'assassinats en Russie qui sont en gros blanchis, si vous voulez, parce qu'on les attribue, aux services ukrainiens, mais comme l'avait admis, je crois que c'était encore le Wall Street Journal en 2024, les services ukrainiens, c'est une création et ils sont portés à bout de bras par la CIA et MI6. Donc c'est pas la génération spontanée, c'est pas tombé du ciel tout ça. Donc en fait, si vous voulez, les services ukrainiens, ils servent à faire cela. Et c'est terrible, hein, à reconnaître, à dire, mais c'est évident. De la même manière, l'idée que l'on essaie à tout prix d'imposer, de renforcer, de rendre crédible, l'idée selon laquelle l'Ukraine produirait ses propres missiles, heu, balistiques, non, 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 enfin, à ma connaissance, je ne crois pas que l'Ukraine produise, grand-chose, à vrai dire, en tout cas pas dans ces domaines-là. Elle assemble, des éléments, elle produit, je crois, certains composants, mais elle assemble des éléments qui lui sont envoyés, donnés, prêtés, vendus, par, le programme d'armement américano-européen à son profit de longue date, de longue date. Donc progressivement, les missiles de plus en plus performants lui sont transférés. On les présente comme fabriqués en Ukraine. À quoi ça sert? C'est pas pour, faire plaisir à c'est pas pour, comment dirais-je? Caresser dans le sens du poil, Volodymyr Zelensky ou flatter sa fibre, souverainiste. C'est pour créer le déni plausible de ces opérations pour des frappes de plus en plus efficaces dans la profondeur du territoire russe. Heu, voilà, l'Ukraine elle ne peut pas, elle est en guerre, elle ne peut pas produire en pleine guerre, des missiles balistiques. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Elle est soumise à des frappes intensives, et de plus en plus intensives et lourdes de la part de la Russie, c'est pas crédible. En revanche, elle utilise ce qu'on lui donne et puis elle utilise bien sûr tout le renseignement satellitaire, tous les systèmes ISR comme on les appelle. Heu, donc en fait, les États-Unis, il faut bien le reconnaître, poursuivent, de façon, de moins en moins discrète parce que c'est tellement évident, cette volonté, cette politique, cette recherche de la défaite stratégique de la Russie, hein, même au-delà du conflit en Ukraine lui-même, si vous voulez, et se sert pour ça de l'Ukraine, du gouvernement actuel ukrainien bien sûr, et aussi, des Européens, des Européens. Donc le problème si vous voulez, c'est même au-delà de qui a tort, qui a raison, qui l'emporte, qui perd, qui gagne. Le problème, c'est qu'il y a plus de sécurité européenne. C'est qu'il n'y en a plus. C'est qu'en fait, la perte de sa neutralité, la perte consentie et même recherchée de sa neutralité par, les nouvelles autorités ukrainiennes à partir de 2014, eh bien, ont mis à mal tout l'équilibre de la sécurité européenne. J'en ai beaucoup parlé dans mes premières émissions sur Paix et Guerre, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut comprendre. Personne ne semble vraiment se soucier de la sécurité européenne, mais quand vous voyez ce qui est fait à la Russie, les frappes qui sont faites contre des emprises de la triade nucléaire, russe, contre, la tentative d'assassinat contre le président russe lui-même, voilà, si vous voulez, il y a des choses qui n'ont jamais été faites, même au plus fort et au plus dur de la guerre froide. Jamais on n'a osé aller si loin. Et effectivement, on peut se dire: «Mais est-ce que Vladimir Poutine en ayant une patience stratégique, énorme, en croyant qu'on allait pouvoir à un moment donné, revenir aux choses sérieuses et parler des considérations sécuritaires profondes, de la Russie et de l'Europe et de l'équilibre sécuritaire européen et de l'indivisibilité
de la sécurité européenne. Est-ce que Poutine, finalement, ne s'est pas, en fait, complètement trompé? Heu, Trompé de calcul, trompé sur ses homologues, étrangers? Est-ce qu'il leur a pas, en fait, prêté beaucoup plus d'intelligence qu'ils n'en ont? Heu, c'est une question qu'on finit par se poser et bon, pour l'instant, après toutes ces attaques et après les 40 jours là qui avaient été déclarés par Zelensky comme étant une campagne destinée à faire, une campagne de terrorisme d'État, hein, destinée à pousser la Russie à la négociation sur les termes ukrainiens, parce qu'elle aurait peur, parce qu'il y aurait eu une crise politique et sociale, bon, là, on en est loin encore quand même en Russie. Est-ce que tout ça, finalement, ne pousse pas, Moscou, à se dire, «Bon, ben, on va aller jusqu'au bout, on va essayer de remplir nos objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale, démilitarisation de l'Ukraine, dénazification», c'est-à-dire un changement de régime, en fait, pour en finir avec tout ce qu'il y a autour de Zelensky et dans les unités ukrainiennes, et reneutralisation, bien sûr, de l'Ukraine. Mais encore une fois, ça n'est pas si simple. C'est-à-dire, on est face à un paradoxe de plus en plus, énorme, enfin de plus en plus visible, qui est que sur le terrain, contrairement à ce qui est raconté, l'armée russe a le dessus, avance et maintenant elle accélère quand même assez singulièrement, et elle est en train de se mettre en position vraiment. Elle a coupé Odessa, elle a coupé l'Ukraine de la mer, elle est voilà, Slaviansk, Kramatorsk, tout ça est en cours, la ligne des forteresses ukrainiennes, des villes fortifiées ukrainiennes, est en train d'être quand même, très, très impactée par l'offensive russe. Donc elle l'emporte sur le terrain, mais plus elle l'emporte sur le terrain, moins elle l'emporte finalement politiquement, parce qu'en face, il y a un total mépris en fait, bien sûr de ses préoccupations sécuritaires, mais même de ce que requerrait la sécurité, minimale, souhaitable, nécessaire, heu, pour, heu, pour l'ensemble européen, bien sûr, et que les États-Unis jouent un rôle extrêmement trouble, en fait. Donc si vous voulez, les Russes, on a l'impression que Poutine ne sait pas, il ne veut pas l'escalade, donc il ne veut pas donner dans les provocations ukrainiennes, même encore aujourd'hui. Il continue à dire et à faire dire par Lavrov et par, les vice-ministres des Affaires étrangères et cetera, qu'il est d'accord, pour poursuivre sur l'esprit d'Anchorage qui quand même, à mon avis, n'existe plus, et l'esprit d'Anchorage, eh bien, c'était finalement les concessions auxquelles la Russie s'était prêtée en échange, de la promesse de Trump, de, prendre Zelensky par le col et de le forcer à retirer ses forces du Donbass, plus le lift de quelques sanctions, et tout ça aurait poussé la Russie à être un peu plus, conciliante sur d'autres points. Donc, il y avait cette espèce de deal. Alors, a-t-il eu lieu? Est-ce que Poutine s'est encore une fois fait des illusions? Est-ce que les Américains, l'ont mené en barque? Est-ce que vous voyez? Il fallait être encourage évidemment et même, dans la pièce, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne semble pas pour l'instant, et c'est heureux après tout, pour nous, et pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, je ne sais pas, parce que je pense que l'Ukraine, elle va de plus en plus faire les elle file un coton épouvantable et ça va très, très mal se terminer pour l'État et la nation ukrainienne. Mais du point de vue européen et du point de vue américain, on peut dire que pour l'instant, Poutine ne semble pas encore,
comment dirais-je, choisir le camp des jusqu'au-boutistes parmi tous ceux qui l'entourent et le camp de ceux qui disent, «Il faut en finir, il faut atteindre nos objectifs maximaux», et maximaux, ça peut aller très, très loin sur le théâtre ukrainien, hein, évidemment, parce qu'il s'agit juste, en fait, de lâcher la bride, en fait, des forces russes, et de renoncer à l'idée d'un accord. Alors, est-ce qu'après, les conditions de la victoire peuvent être différentes? Ça dépend de quel type de victoire. En fait, ça dépend de ce que croit Poutine, à propos de la victoire. Qu'est-ce que la victoire pour Vladimir Poutine? Est-ce que c'est juste les objectifs de la SMO? Est-ce que c'est un accord avec les Américains? Et dans ce cas-là, il faudra peut-être faire quelques autres concessions. Hem, c'est tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, de savoir, parce qu'après tout, la Russie restera la Russie et existera toujours, même si, les 5 oblasts ne lui revenaient pas, en tant que tels. On pourrait imaginer des systèmes où les populations russophones pourraient quitter, pourraient revenir en Russie, pourraient, enfin bon, on peut imaginer plein de choses, en fait, possiblement. Mais, pour l'instant, on a l'impression à la fois que Poutine veut restaurer une forme de dissuasion et donc ça tape très, 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 très fort quand même sur Kiev, sur Kharkov, sur, beaucoup d'autres villes ukrainiennes. Donc il montre que, le calcul de Zelensky, s'est révélé une fois encore nul, hein, et que 40 jours de campagne de terreur, n'ont pas du tout produit, l'effet escompté, mais au contraire, ça pousse la Russie à taper beaucoup, beaucoup plus fort. Mais est-ce que malgré tout, il ne va pas y avoir à un moment donné, peut-être la tentation, du côté russe de rechercher, voilà, une manière peut-être d'arrêter les frais. Mais ça suppose qu'en face, on ait envie d'arrêter les frais. Je ne parle pas de l'Ukraine encore une fois, je parle de ses parrains, donc, et notamment des Américains et des Anglais, bien sûr. Donc voilà où nous en sommes. Vous savez, je réfléchis en conduite, comme on dit dans les armées. Donc, tout ça évolue, j'essaie de comprendre comment peuvent raisonner les Russes, comment on raisonne nous. Bon, ça j'ai peut-être un peu plus de facilité, mais ça me fait peur, parce que je pense pas qu'on ait du tout comment dirais-je? La mesure de la gravité des enjeux, mais c'est ainsi. Voilà donc ce qu'il en est, pour cette guerre permanente contre la Russie, et si on revient à mon point de départ, à mon thème en fait, d'ensemble de ce soir, qui est cette réflexion sur les guerres permanentes américaines et les termes de la victoire pour les cibles de ces interventions, hein, pour l'Iran, pour la Russie, mais aussi pour les États-Unis. Du point de vue américain, finalement, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que, bien sûr, l'administration actuelle, mais derrière elle, l'État profond, derrière elle, le complexe militaro-industriel américain, voilà, l'ensemble de l'architecture, administrative américaine en matière, stratégique et internationale, commence à comprendre, qu'il est impossible de rétablir l'hégémonie américaine. Voilà, que l'empire est en déclin et qu'il y a plus d'unipolarité, viable, en fait. Que la multipolarité s'est imposée, qu'il y a un nouveau tête-à-tête sino-américain qui ne dit pas son nom mais qui est là, que les États-Unis n'ont déjà plus la main, parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais enfin, pour fabriquer des missiles, c'est bien de vouloir refabriquer beaucoup, beaucoup d'armes, mais il faut quand même des terres rares. Qui a des terres rares? Les Chinois. Donc on ne peut pas à la fois menacer les Chinois, leur demander de fournir des terres rares pour aller faire des missiles qui potentiellement, seront lancés contre eux. Bon, voilà. En tout cas, dans ce contexte où l'Amérique comprend qu'elle n'a plus la main, en fait, sur le monde et qu'elle ne l'aura plus. Alors elle espère peut-être se refaire suffisamment à un moment donné, mais ce qu'elle espère surtout, c'est empêcher les autres de prendre des positions trop dominantes. Donc c'est une stratégie maintenant, la stratégie américaine de mon point de vue, qui devient une stratégie dilatoire, si vous voulez, de containment généralisé,
parce que les Américains n'ont plus les moyens de leur projection massive de puissance et de force, durable, massive et durable, hein. Donc ils doivent se remettre à niveau en qualité, en quantité. Pour ça, il faut du temps et pendant ce temps, il faut s'assurer que les adversaires, les concurrents, n'avancent pas trop vite. Donc il faut nourrir des guerres perpétuelles, il faut essayer de ralentir l'inéluctable, si vous voulez, et se remettre à niveau au maximum. Euh, et c'est ça, et je pense que c'est ça qu'on demande maintenant aux stratèges américains, c'est comment retarder la dégringolade. Voilà. Et comment créer le plus de problèmes possible aux autres, ouvrir de nouveaux fronts, faire de la déstabilisation politique, de la déstabilisation économique. Bon, que les peuples souffrent, tout ça n'a jamais eu une grande importance, de mon point de vue, aux yeux des États-Unis, ni d'ailleurs aux yeux de beaucoup d'États sur cette planète. C'est quand même une vaste fanfaronnade et une pantalonnade d'ailleurs aussi, que les motivations soi-disant démocratiques ou sociales des interventions américaines. Bon, je pense que là quand même on a compris maintenant, après tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que depuis la fin de la guerre froide. Donc n'importe qui a un peu de raisonnement minimal, un peu d'honnêteté intellectuelle et quelques connexions, actives, neuronales, comprend bien que les États-Unis ne font pas tout ce qu'ils font pour apporter le développement au monde. C'est vraiment le dernier, des sujets et voilà. Bon, peut-être que les Américains eux-mêmes le croient encore parce que ça leur fait du bien, mais bon. Donc les peuples russes, ukrainiens, iraniens, les Kurdes, alors n'en parlons pas, les uns, les autres, les vassaux du Golfe et bien sûr les Européens. Tout ça, ce sont des moyens, ce sont des instruments et s'ils souffrent, eh bien ce sont des dommages collatéraux d'une politique de puissance qui essaie de se maintenir et qui essaie surtout de retarder en fait, voilà, de retarder l'avance des autres. Bon. Retardement d'un déclin impérial. Voilà, je voulais terminer là-dessus, j'ai été un peu trop longue, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle clé du monde. Je vous remercie encore une fois si vous avez aimé cette émission, déjà de vous inscrire à la chaîne, c'est pas compliqué, on appuie, sur, rejoindre ou s'abonner, puis après on appuie sur la petite cloche des notifications. Rejoindre le cercle des amis de paix et guerre, tous les liens sont en description de toutes les émissions, c'est très facile et pour une modique somme, il y a d'autres contenus. Et puis si vous ne faites rien de tout cela, eh bien au moins, commentez, critiquez, partagez, likez, voilà, faites vivre notre chaîne, notre aventure, commune, qui me plaît toujours autant. Et voilà, pour laquelle j'essaye, d'être, voilà, de vous apporter en tout cas quelques lumières et quelques informations et surtout une façon de voir les choses peut-être. C'est ça que j'essaie de partager. Je vous remercie chers amis et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.